Bonsoir, c'est un plaisir de dialoguer avec vous aujourd'hui autour de l'heure des prédateurs paru en 2025, où vous abordez certaines des évolutions majeures de la configuration du pouvoir et des puissances à l'heure actuelle, basées sur l'utilisation de nouvelles technologies, dont l'utilisation permet tout à coup des conquêtes foudroyantes, déconcertantes, des renversements de tendances inattendues avec pour leader ce que vous appelez un cortège bariolé d'autocrates décomplexés, de conquistadors de la tech, de réactionnaires et de complotistes impatients d'en découdre. Ce monde, il est basé aussi sur une augmentation de la guerre qui provient du fait que l'attaque coûte désormais moins cher que la défense, nous y reviendrons tout à l'heure. En ce moment, la presse évoque régulièrement l'apparition de figures ubuesques ou d'une société dystopique, en pensant à celle que met en évidence Orwell, par exemple, dans 1984. Il y a eu des articles dans le temps, voici peu de temps, indiquant l'émergence d'une épidémie de rhinocérotes et de rhinocérites aigus, en référence à Rhinocéros de Ionesco. Et c'est tous ces éléments qui semblent agir dans la transformation de l'architecture globale du pouvoir. Avec Fabien Dubosson, je vais mener cet entretien dans la première partie, nous avons donné au semestre passé un cours de littérature française et comparée qui portait sur les figures du pouvoir, et nous avons évoqué quelques-unes des figures que vous abordez aussi parfois. Nous avons abordé Ubu, mais aussi Nous de Zamiatine, 1984 de George Orwell, Rhinocéros de Ionesco, encore Le complot contre l'Amérique de Philip Quote, et quelques autres œuvres. Et deux des étudiants qui ont suivi ce cours vont vous poser des questions en fin d'entretien. Peut-être pour commencer cet entretien, le plus simple serait-il de nous expliquer comment vous êtes passé des ingénieurs du chaos à l'heure des prédateurs, en sachant que la figure des ingénieurs du chaos revient dans ce dernier livre, en passant par le mage du Kremlin qui est lui-même un ingénieur du chaos. Vous dites dans l'heure des prédateurs que le chaos n'est plus que l'arbre des rebelles, n'est plus l'arbre des rebelles mais le sceau des dominants. Et ces trois livres ont pu être décrits par des commentateurs comme une trilogie. Sans doute, n'est-ce pas exactement une trilogie, mais quel a été votre parcours d'écriture entre ces trois livres? Alors, écoutez, d'abord, merci de m'accueillir. Je suis toujours ravi de revenir à Berne, et de pas loin d'ailleurs, parce que j'étais à Interlaken, c'est pas un très bon voyage. En vérité, en regardant, on comprend les choses tout de suite, souvent après coup. En regardant le film qui a été tiré de mon roman Le Mage du Kremlin, dont je ne fais pas la publicité, mais bon, je pense qu'il sera bientôt en salle à Berne aussi, s'il n'y est pas déjà. Mais en regardant ce film, je me suis rendu compte d'une chose que je n'avais peut-être pas complètement compris sous cette forme avant. Et c'est-à-dire que, en fait, j'ai probablement toujours écrit le même livre. C'est pour ça qu'on peut parler d'une trilogie, même si, évidemment, elle n'était pas du tout pensée sous cette forme au départ. Parce que ce couple qui est au centre du Mage du Kremlin, du roman et aujourd'hui du film, au fond, c'est le couple qui réunit quelque chose de très ancien. Un leader, Poutine est un autocrate très classique d'une certaine façon, non, qui a une conception du pouvoir monocratique, verticale, autoritaire, masculine, arbitraire, plutôt violente, qui ne constitue pas une nouveauté dans l'histoire ni de la Russie ni du monde. Et c'est une figure très classique, donc c'est quelqu'un, par exemple, Poutine, je voulais l'écrire dans le livre, à un moment j'avais une scène que je n'ai pas intégrée dans la version finale du roman, où on voyait que Poutine n'avait jamais envoyé d'email de sa vie, hein, parce que les protocoles de sécurité des
donc c'est quelque chose de très ancien, mais qui est uni à, et qui se développe et qui revient aujourd'hui de façon très puissante grâce à quelque chose de très contemporain, qui est donc dans le roman son alliance, ou disons sa relation avec le spin doctor, avec le personnage principal du roman, Vadim Baranov, inspiré d'un vrai personnage, etc. Mais en réalité, c'est le cas de ces trois livres. En réalité, dans les trois livres, on voit des leaders, au fond, à l'ancienne, qui sont aujourd'hui portés et qui reviennent sur le devant de la scène grâce à une infrastructure de technologie, de communication, de réseaux sociaux, d'Internet, à toute une logique de communication et d'organisation du pouvoir qui est tout à fait contemporaine. Et les prédateurs aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Je pense que, et cette alliance, si vous voulez, elle passe, après je m'arrêterai, je vous permettrai de poser les autres questions, parce que j'ai une tendance peut-être un peu universitaire, surtout quand je me trouve dans une salle comme ça, à pontifier longuement. Je vais essayer de réprimer cette tendance, même si c'est difficile, parce qu'on est dans un très très beau lieu. Mais voilà, cette alliance-là, je pense qu'elle est passée d'un stade implicite, c'était encore le cas des ingénieurs du chaos, où vous aviez en effet tous ces leaders un peu bizarres, non, dont je parle dans le livre, du mouvement du Beppe Grillo, du mouvement 5 étoiles, et ensuite Salvini, et puis les Orbán, les Trump déjà, bien évidemment, à l'époque et tout ça, qui se basaient déjà beaucoup sur Internet, sur les réseaux sociaux, qui ont fait le parcours à travers ça, mais de façon implicite. C'est-à-dire que ce n'était pas pensé par les patrons des plateformes. Ce n'était pas une stratégie des patrons des plateformes de soutenir ces personnages-là. C'était presque l'effet collatéral d'un modèle de business, si on veut. Les plateformes fonctionnaient de cette façon et elles poussaient les idées les plus extrêmes, elles segmentaient leur public, elles poussaient ce type d'arguments, et donc vous avez des personnages comme ça qui émergent. Mais ce n'était pas forcément voulu encore à l'époque des ingénieurs du chaos. Et puis progressivement, et on arrive jusqu'à l'heure des prédateurs, cette alliance-là devient explicite. Elle devient quelque chose qui est voulu. Et là, on arrive effectivement dans l'heure des prédateurs à une véritable alliance qui est celle qu'on a vu se mettre en place entre des personnages à la Trump et les grands patrons de la tech qui aujourd'hui, de façon explicite, le soutiennent. Je vais m'arrêter là. Ce qui est aussi très frappant, Giuliano D'Anatoli, c'est ce que vous, précisément, face à cette alliance entre la tech et la politique dans sa version dure, vous choisissez l'écriture. Et ce qui m'a frappé en vous lisant, et en lisant ces trois ouvrages qui forment de facto une forme de trilogie, vous vous présentez aussi comme une sorte de scribe. Vous le dites au tout début de l'heure des prédateurs. Cet ouvrage est écrit du point de vue d'un scribe aztèque. C'est une expression que vous utilisez. Je peux citer même l'ensemble de la phrase. Ce petit livre est un récit écrit du point de vue d'un scribe aztèque et à sa manière, par image plutôt que par concept, dans le but de saisir le souffle d'un monde au moment où il sombre dans l'abîme et l'emprise glacée d'un monde qui prend sa place. Et ce qui est intéressant, c'est que dans l'œuvre des prédateurs, comme dans le Mage du Kremlin, le point de vue principal sur les événements semble assumé à chaque fois par une figure de lettré. Quelqu'un qui a encore un rapport à l'écrit, un rapport au livre, dans un monde qui est pourtant technologisé, technophile. On pense évidemment à Baranov qui est un amateur de Zamiatine, Evgeny Zamiatine, dont on vient de parler, qui est l'inspirateur direct d'Orwell de 1984. Alors qu'il est pour ce qui est de Poutine, alors que c'est quelqu'un qui est du côté de la modernité, du côté des médias, du côté de la communication extrêmement rapide des médias modernes. Et en même temps, c'est un amateur de culture littéraire, de citations pour initier, d'aphorismes. Alors ma question, pourquoi, de votre part, cet attachement à cette figure de lettré qui peut paraître un peu anachronique, si ce n'est archaïque, et puis nous dire aussi quelques mots évidemment sur ce scribe
vous savez, chacun fait ce qu'il peut. D'une certaine façon, c'est pas une position très commode, celle de Steve Batztek, justement, parce que c'est quelqu'un quand même qui assume le fait de, comme ça, d'écrire du point de vue d'une civilisation finissante, et qui essaie de raconter l'histoire de ce point de vue-là. Donc moi, j'ai pas du tout la prétention d'être sur la frontière du Nouveau Monde. Je considère que par ma formation, peut-être, voilà, ce que je suis, c'est quelqu'un qui observe tout ça avec beaucoup de curiosité, un certain effroi et de toute façon une perspective qui reste plutôt une perspective. D'ailleurs, j'ai énormément de mal avec ce microphone, ce qui tombe de tous les côtés, c'est bon. Mais c'est bon parce que je continue à le rattraper. Voilà. Je prends. Oui, il y a un problème structurel. C'est bon. Merci. Et donc, justement, je pars donc d'une perspective qui est. D'ailleurs, il y a plusieurs choses à dire. Je pense que cette perspective-là a une utilité parce qu'elle permet de prendre un peu de distance, évidemment, par rapport à ce qui se passe. Et ce qui est probablement le problème que non seulement nous avons comme public, mais qu'ont les décideurs eux-mêmes qui n'ont plus cette distance, parce qu'ils n'ont plus ces références littéraires et historiques. Je ne me souviens plus quel était le grand auteur anglais qui disait qu'on est passé du provincialisme géographique au provincialisme historique. Il y a peut-être dans une faculté de littérature quelqu'un qui le sait, ou pas. Mais l'idée, je pense très juste, était déjà à l'époque, c'est une idée qui a un certain âge déjà. L'idée, c'était de dire, on vit dans un monde dans lequel on sait immédiatement ce qui se passe à l'autre bout du monde, avec toutes les répercussions que cela produit, mais de plus en plus, on est des provinciaux de l'histoire. On n'est plus des provinciaux de géographie, on mange tous du sushi et de la cuisine fouille-jaune, on voyage au bout du monde, etc. Mais par contre, on ne sait pas ce qui s'est passé il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 50, ne parlons même pas de l'histoire plus longue. Et ça, effectivement, ça limite, je pense, beaucoup notre capacité de nous confronter à ce qui se passe. Donc, il y a ce côté-là, et vous savez, si vous voulez, l'avantage quand on grandit à Rome, c'est si on arrive à se lever le matin, parce qu'on a quand même le poids d'une histoire très longue sur les épaules, mais si on arrive à se lever le matin, c'est que effectivement on intègre de façon assez naturelle, probablement, le fait que l'aventure humaine est faite de cycles aussi, et qu'un certain nombre de choses reviennent. Et d'ailleurs, certains des prédateurs ont ça en tête de façon très marquée. Aujourd'hui, ils en parlent de façon moins explicite, mais il y a quelques années, quelqu'un comme J.D. Vance parlait de façon, et beaucoup de gens qui sont autour de lui attrapent, que les références culturelles et historiques de Trump sont plus limitées. Mais J.D. Vance était quelqu'un qui parlait de la transition entre la République romaine et l'Empire romain, et beaucoup d'entre eux le font encore, de façon très très... alors, après avoir si ces références étaient exactement les bonnes, mais il y a beaucoup de ça. Et tout ça s'entremêle. Moi, je pense que d'un côté, aujourd'hui, j'ai peur quand je pense aux livres, parce que je pense que nous sommes une des premières générations qui peuvent se poser la question de savoir si encore dans 30 ou 40 ou 50 ans, le livre existera et sera
est-ce que nous n'aurons pas plutôt, et sera au fond la meilleure façon de transmettre une expérience ou une forme de connaissance, comme cela a été le cas pendant des siècles, peut-être plus, peut-être on touche à la limite de ça, peut-être ce sera des implants cérébraux, et donc on sera ailleurs. Et en même temps, si je regarde le livre aujourd'hui, je me dis, malgré tout, regardez, même aux États-Unis, le rôle fondateur du livre par rapport même aux carrières des prédateurs. J.D. Vance, au départ, c'est un livre. C'est un livre d'ailleurs qui plaît énormément aux critiques du New York Times, à tous les critiques progressistes qui se disent le livre de J.D. Vance, c'est très bien. Trump, c'est pas tout à fait un livre, mais il y a un livre quand même qu'il n'a pas écrit, mais qui est assez fondateur. C'est utile de le lire d'ailleurs. Donc, bon, tout ça est confus, tout ça se regroupe. Ce que vous dites de l'histoire permet de rebondir sur l'histoire justement. Vous parlez de quelque chose d'instantané, l'heure des prédateurs. Et l'heure des prédateurs semble être venue. Ça rime avec les ingénieurs du chaos, mais ce titre, l'heure des prédateurs, donne l'impression que les prédateurs, c'est quelque chose de nouveau. Or, alors il se trouve que j'enseigne entre autres les littératures de langue française et que j'ai eu l'occasion de lire pas simplement d'écrivains qui viennent d'autres parties du monde, qui ont un tout autre regard. Ça a été une découverte assez traumatisante, je dois dire, peu à peu de découvrir ces autres voix très fondées. Je pense en particulier à Césaire qui disait en fait ce que les Européens n'ont pas pardonné à Hitler, c'est qu'il a fait la même chose que les colonies et que les colonisateurs ont fait dans d'autres parties du monde. La thèse ayant été recitée par une amie professeure et spécialiste de l'esclavage, je me dis que c'est une phrase importante. Toujours est-il qu'on peut se demander si cette heure des prédateurs, il ne faudrait pas la voir avec plus de recul. Parce qu'au fond, les prédateurs, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y en a depuis longtemps, que toute l'histoire de la colonisation depuis 500 quelques années est une histoire de prédation, d'arrachage de terre, de génocide. 70 millions environ de personnes tuées dans les Amériques et dans bien d'autres endroits. Et toutes sortes de conflits actuellement encore sont liés sans qu'on en ait l'impression avec les colonisations qui ont été menées en l'occurrence par les Européens. Ça ne veut pas dire que seuls les Européens ont mené des colonisations, mais disons dans les 500 dernières années, ça a été le pôle important du monde, évidemment. Donc, est-ce que, en fait, l'heure des prédateurs ne gagnerait pas à être saisie en pensant véritablement au siècle des prédateurs qui ont précédé? Actuellement, disons, l'heure des prédateurs, nous la sentons bien parce que nous sentons que très vite, depuis les États-Unis, des bouleversements très grands se passent, par exemple avec l'ubérisation, avec Airbnb, des quartiers entiers sont colonisés par de nouvelles formes digitales, des gens doivent partir de leur lieu, donc on sent particulièrement cette prédation en Europe, mais la prédation n'a pas commencé avec ça. J'aime bien dire que depuis longtemps, c'est une grande préoccupation de certains groupes de conquérir les corps de tout le monde, les poumons de tout le monde par le tabac, les corps par le sucre, déclenchant une épidémie d'obésité. Donc voilà, est-ce que, dans le fond, pour bien saisir ce qui se passe, il ne faudrait pas le situer plus dans l'histoire que peut-être ne le suggère simplement l'heure des prédateurs? Ou bien est-ce que vous pensez que vraiment il y a un certain nombre d'éléments nouveaux qui font qu'il faut parler d'une autre heure des prédateurs et qu'il y a quelque chose de nouveau qui se passe? Je suis tout à fait d'accord avec l'idée de situer tout ça dans l'histoire. D'ailleurs, dans le livre, bien que ce soit au fond
peut-être, enfin, le livre est conçu comme un ensemble de photographies, de moments, de personnages, de scènes. Donc voilà, il n'a pas une ambition d'explication globale. Mais une de ces photographies, par exemple, c'est la photographie de l'époque de Machiavel et du début du XVIe siècle, qui a justement été une époque de prédateurs. Et donc, je pense que les prédateurs, effectivement, c'est quelque chose qui revient, non seulement revient de façon cyclique dans l'histoire, mais en réalité est tout le temps là. Il suffit un peu effectivement, c'est une question de perspective. Par exemple, même si on regarde aujourd'hui le comportement du gouvernement américain par rapport à l'Europe, qui a évidemment énormément scandalisé les dirigeants et une partie du public européen, à juste titre, je pense, et qui est un comportement et une attitude ouvertement prédatrice. Mais là aussi, c'est une question de point de vue, parce que si vous regardez ça d'Amérique du Sud, en réalité, ça ne change pas grand-chose. C'est-à-dire, si vous regardez les 50 coups d'État qui ont été au cours du XXe siècle activement promus par le gouvernement américain dans les pays d'Amérique du Sud, voilà, le fait qu'il y en ait eu un autre, qui d'ailleurs n'a pas véritablement eu lieu, parce que le Venezuela n'est pas du tout un coup d'État, mais voilà, au fond, il n'y a rien de nouveau de ce point de vue-là. Simplement, on le regarde d'Amérique latine. Pour nous, en Europe, ce type d'attitude de la part du gouvernement américain est quelque chose sous cette forme explicite, encore une fois, parce qu'implicitement, là aussi, beaucoup de choses étaient déjà là, mais sous cette forme explicite, on ne connaissait pas ça. Donc, tout est une question de mesure et de point de vue. Je suis d'accord avec vous. Mais par contre, le passage que j'ai essayé et un peu le basculement que j'ai essayé de cerner dans ce livre, c'est véritablement cette bascule du passage au numérique. C'est-à-dire que là, je crois que nous entrons tous dans une dimension qui n'est pas simplement une dimension, une sphère de discussion publique, une sphère politique, c'est la vie de chacun d'entre nous qui bascule dans la dimension du numérique tous les jours. Notre relation aux autres, notre relation à nous-mêmes, même qui bascule dans cette dimension-là. Et ce qui me semblait intéressant de voir, c'était de quelle façon cette dimension-là est un terrain de jeu extraordinairement favorable aux prédateurs aussi. Un véritable État en faillite qui est régenté par des seigneurs de la guerre qui sont au fond les propriétaires des plateformes. Et donc cette heure des prédateurs, en réalité, elle évolue. Bon, j'avais aussi besoin d'un titre pour mon livre. Il y a un élément qui me semble important que vous avez signalé, c'est la relativité des points de vue, qui me paraît aussi constitutive de vos trois ouvrages, que ce soit les ingénieurs du chaos, le Mage du Kremlin ou encore l'Heure des prédateurs. Dans ces trois ouvrages, vous reconstituez donc la logique des hommes politiques, des spin doctors, des manias de la tech qui remodèlent en quelque sorte notre monde. Ce qui est intéressant, c'est que vous les montrez en action, vous montrez aussi leur réussite, parce qu'il y a des réussites concrètes, alors malfaisantes parfois, mais ce sont des réussites électorales, politiques, des réussites dans la façon de manipuler évidemment les opinions. Bref, il y a une efficacité, une redoutable efficacité de ces prédateurs. Mais ce qui me semble aussi intéressant, c'est que vous les citez. Vous les citez et vous-même, vous allez plus loin, vous leur donnez parfois la parole. Je pense évidemment au Mage du Kremlin, où, pour rappel, l'essentiel du récit est porté par la voix de Baranov. Donc on a le point de vue du conseiller de Poutine, du conseiller le plus proche de Poutine, inspiré d'une figure par ailleurs réelle. Et donc c'est à travers lui qu'on comprend comment fonctionne exactement le système
ma question, on comprend bien qu'il s'agit pour vous de saisir de l'intérieur les points de vue de l'adversaire, que ce soit Trump, que ce soit Musk, Zuckerberg, ou même Mohamed Ben Salman ou Bukele, le dirigeant de l'actuel Salvador. Vous les prenez au sérieux, vous en reconstituez la logique glaçante, mais il y a aussi le risque, d'une certaine façon, de leur donner une certaine légitimité. D'où ma question, jusqu'où doit-on comprendre nos adversaires? Ce serait ma question. D'autant que ces adversaires sont ambivalents. Vous montrez par exemple que quelqu'un comme Mohamed Ben Salman est à la fois un tortionnaire, mais en même temps un réformateur qui a donné un certain nombre de droits aux femmes en Arabie Saoudite. Idem pour Baranov dans le match du Kremlin, c'est un personnage extrêmement ambivalent, à la fois très sympathique, cultivé, on l'a dit, et en même temps aux ordres de Poutine. On pourrait citer Bukele, etc. Enfin, voilà, quel est votre rapport à ce discours de l'adversaire et à la façon dont on leur donne exactement la parole? C'est une question qui est centrale pour moi. Je pense que quand vous avez un adversaire, vous avez deux façons en politique, et peut-être dans la vie aussi, mais restons sur la politique. Vous avez deux façons de vous confronter à lui ou à elle. Soit vous êtes dans une posture morale, de condamnation, d'indignation, et qui est légitime d'ailleurs. C'est quelque chose qui d'ailleurs est même plus que légitime, c'est spontané, c'est probablement la première réaction que vous allez avoir. Et vous vous dites, c'est mal, c'est un fou, c'est un monstre, c'est quelque chose de... Et ce qui, je pense, peut être nécessaire, je ne dis pas que c'est quelque chose de mal, c'est même le contraire, mais cette attitude-là a quand même la limite. Premièrement, vous n'aurez avec vous que ceux qui sont d'accord avec vous, hein, alors que les soutiens de l'autre ont toujours resté de l'autre côté, et même tout ça va plutôt se radicaliser. Et surtout, vous ne comprendrez pas quelle est la force de la chose. C'est-à-dire, vous resterez dans une chose, vous regardez Trump, vous dites c'est un fou, c'est un ignorant, c'est un imbécile, c'est un narcissique corrompu. Tout ça est vrai. Hein, et pourtant, il y a une force là. Vous regardez Poutine, vous dites c'est un autocrate, c'est un homme assoiffé de pouvoir, aujourd'hui complètement obnubilé par dans son propre tunnel, etc. Mais là, encore une fois, c'est un monstre, mais encore une fois, vous ne comprenez pas quelle est la force. Pourquoi? Comment ça marche? Et si vous ne comprenez pas comment ça marche, pourquoi il y a des gens qui adhèrent? Pourquoi ça a une certaine puissance? Ou si vous niez ça, on m'a dit, même par rapport au match du Kremlin, on m'a dit, par rapport au film, il y a eu des critiques qui allaient dans ce sens aussi, même si moi je ne dis pas tourner le film, mais je n'ai pas de responsabilité là. On m'a dit, mais vous montrez Poutine en homme puissant. C'est le discours du Kremlin. C'est vrai, en même temps, est-ce qu'on peut nier que quelqu'un qui est resté pour un quart de siècle de cette façon à la tête de la Russie soit un homme puissant? Je ne pense pas que ce soit un bon argument de dire non, mais en réalité il est très faible, en réalité c'est pas comme ça, etc. Je pense que ce qui est intéressant, c'est de comprendre comment ça marche. Et si on essaye de faire ça, si on y arrive, je pense que c'est le premier pas pour essayer de se confronter et voilà, et éventuellement de trouver des antidotes. Donc dans le cas des prédateurs, pour moi, il y a quand même quelque chose de central et en réalité d'assez simple à comprendre. C'est ce que j'appelle la logique du miracle. C'est-à-dire le prédateur, le Trump, mais tous les personnages dont je parle dans le livre, de Bukele, du Salvador, à d'autres en Europe, etc., ce sont des personnages qui émergent dans des contextes bloqués, dans lesquels des parties larges des électorats et des opinions publiques se disent rien ne se passe. Les problèmes restent les
ils empirent année après année, qu'on vote à droite, qu'on vote à gauche, ça ne change rien, c'est tous les mêmes, ils ne sont pas affrontés. Alors ça dépend des sociétés, en Europe et aux États-Unis, c'est beaucoup l'immigration irrégulière aux États-Unis, la criminalité, le pouvoir d'achat, ça dépend. Par rapport à ça, le prédateur est quelqu'un qui va venir aujourd'hui et dire entrer dans une logique de miracle. Le miracle en théologie, c'est Dieu qui contourne le fonctionnement du monde, des hommes et des femmes, pour produire un effet concret. Donc Dieu intervient sur la réalité, il y a quelque chose qui se passe qui ne devrait pas être possible, mais qui produit un effet concret sur la réalité. Le prédateur fait exactement la même chose. Il dit, moi je vais transgresser les règles, je vais même briser les lois, parfois. Il entre tout de suite en conflit d'ailleurs en général avec les juges, avec les avocats, avec le droit, avec les procédures, avec tout ça. Mais il dit de toute façon, ces lois, ces règles, tout ce carcan-là n'existe que pour protéger le statu quo, l'existant, voilà, pour que rien ne change. Et moi, je vais briser tout ça pour produire un effet concret sur la réalité. Donc, je vais briser la loi pour renvoyer les migrants chez eux. Je vais créer une milice. C'était déjà là, mais déjà, je vais beaucoup renforcer cette milice. Elle va agir dans l'illégalité. On voit d'ailleurs la violence avec laquelle ça se passe. Mais on va renvoyer les gens chez eux. Bukele, au Salvador, c'est la même chose. C'est-à-dire, je suis dans le pays avec le taux d'homicide le plus élevé au monde. Si on applique les lois et les règles, ça ne va jamais rien donner. Donc, moi, ce que je fais, président élu démocratiquement du Salvador, je vais remplacer le code pénal par un manuel de tatouage. Parce que de toute façon, les gangsters au Salvador ont tous des tatouages. Donc on va afficher en prison tous les tatoués. Il y en a forcément quelques-uns qui sont des jeunes personnes, peut-être, voilà, qui s'étaient fait tatouer pour d'autres raisons, et donc qui vont avoir la malchance d'être en prison, envoyés par l'armée, sans procès, sans avocat, sans rien. Mais par contre, on va arrêter tous les membres des gangs. Et qu'est-ce qui se passe au Salvador? C'est que vous avez 80 000 personnes qui donc, sont mises en prison sans procès, mais le taux d'homicide baisse, s'écroule même du plus élevé du monde au plus bas du continent américain, plus bas que le Canada. Miracle, en brisant les règles. Et même sur la politique internationale, en réalité, c'est la même chose. C'est-à-dire, voilà, je ne me souviens même plus du nom du successeur de Chavez au Venezuela, de Maduro. Maduro m'embête, on envoie un team et on l'élimine. L'Iran, les Gaza, enfin, on peut traiter la politique internationale de la même façon. On fait des coups, on brise les règles, quelquefois ça marche, quelquefois ça ne marche pas. Quand ça ne marche pas, bon, les gens sont déçus, mais le problème c'est quand ça marche. Parce que c'est quand ça marche que ça devient dangereux d'une certaine façon. Parce que vous avez balayé les règles, mais ça a marché. Et donc la réaction par rapport à ça est la vraie question qu'il faut se poser. Mais je vais encore une fois m'arrêter avant de... Avant de passer la parole aux étudiants, mais je crois que ça se situe bien dans ce que vous venez de dire. Je précise simplement que j'aurais aimé aussi vous interroger sur d'éventuelles issues possibles, d'éventuels contre-pouvoirs, mais peut-être que vous reviendrez sur cette question-là juste après. Vous dites dans l'heure des prédateurs l'apogée du pouvoir coïncide
coïncide avec l'action irréfléchie. Or, vous donnez plein d'exemples d'actions malgré tout réfléchies. Par exemple, l'idée d'arrêter le Premier ministre Saad Hariri en 2017 à Riyad, ce à quoi ne s'attendait pas du tout le dit ministre, ça avait été une action réfléchie. Enfin, je pense qu'il y a des gens qui ont donné l'ordre de le faire. Bah oui, mais ça c'est pas nécessairement une action réfléchie. C'est-à-dire, je suis sûr qu'il y a toujours un ordre qui est donné. Mais est-ce que ça veut dire que cette question mûrement réfléchie de la façon dont normalement on traitait ces questions jusqu'alors? Mais pardon. D'accord, c'est peut-être pour ça que... Mais on a tout à fait l'impression qu'il y a une tactique qui est suivie, oui. Qui consiste quand même à bombarder le monde, qui est pris dans une sidération, et qui consiste à chaque jour envoyer une nouvelle information, une nouvelle prise d'assaut, de prendre une nouvelle proie, de déplacer un pion de l'échiquier, etc. On a quand même l'impression que, alors qu'on a pu se dire pendant longtemps que Trump était toutes sortes de choses et pas très réfléchi, qu'il y a une tactique et une stratégie tout à fait... Je pense que les deux vont ensemble. Alors justement, la question de la décision irréfléchie, je pense qu'elle est centrale, parce que c'est elle qui va produire une véritable sidération. C'est la décision soudaine, arbitraire, qui va produire un effet de sidération et en plus qui va restaurer le pouvoir. Au fond, si vous prenez une décision qui est mûrement analysée par des experts, des profs d'université, des experts des think tanks, des gens de toutes sortes, vous prenez une décision qui est donc conseillée par un ensemble de sujets autorisés. Vous n'exercez pas véritablement le pouvoir dans le sens du prédateur, c'est-à-dire vous faites quelque chose que n'importe quel bureaucrate pourrait faire. Alors que la décision irréfléchie, arbitraire, restaure le pouvoir dans son essence nue. C'est pour ça que je cite dans le livre un ancien duc de Saxe, qui est cité par Goethe à un moment, quelque part, et qui disait, mais qui justement avait des conseillers qui lui disaient, mais il faudrait réfléchir, considérer, et lui il leur dit, mais je ne veux ni réfléchir ni considérer, sinon pourquoi serais-je duc de Saxe? Et là, il y a quelque chose d'assez fondamental, qui se lie d'ailleurs à la question précédente, c'est-à-dire ces personnages-là, au fond, ils sont sur la scène aussi pour restaurer le pouvoir de façon visible. C'est-à-dire là où, dans des sociétés, une partie des électorats et des gens pensent que le pouvoir est dilué, que personne ne l'exerce, qu'on sait qu'on peut élire des gens, mais qu'en réalité ils n'ont aucun pouvoir, etc. Là, vous avez quelqu'un qui intervient de façon justement parfois irréfléchie, mais qui restaure le pouvoir et l'exerce de façon visible. Et ça, je pense que ça fait partie de la chose. Et là où je vous rejoins, c'est que tout ça, après à chaque fois, il faudrait un peu voir et faire la part des choses. Ce que je trouve intéressant, en effet, c'est que tout ça est en partie instinctif et irréfléchi. Trump, je pense qu'il ne faut jamais le surinterpréter, parce que ce n'est pas quelqu'un qui est très, très structuré dans sa stratégie, disons, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais le fait qu'il ne fasse pas le surinterpréter ne signifie pas qu'il faut le sous-estimer. Parce que, comme vous le dites, il a un instinct prodigieux qui lui permet effectivement, en multipliant les coups et en saturant l'espace, de produire un véritable effet de sidération qui par contre est quelque chose de très construit
et d'une certaine façon de très intelligent dans le contexte actuel. Donc, bon, il y a certains qui pensent ça, d'ailleurs, il y en a d'autres qui le font de façon instinctive. Les deux se rejoignent. Encore une fois, l'instinct Trump de faire des coups tous les jours se rejoint parfaitement avec l'architecture des plateformes qui pousse à ça et qui valorise ça. Donc vous avez quelque chose qui n'est pas pensé, qui est instinctif, qui trouve par contre quelque chose de très très structuré et qui a une véritable architecture de pouvoir. On va passer la parole au Gédion. Bonsoir, monsieur Laempoli. Je vous remercie encore d'être là et de nous donner cette opportunité de nous poser des questions. J'ai lu le français et l'histoire, et donc vos comparaisons historiques dans le livre m'ont beaucoup plu. Je voulais donc vous demander, avez-vous une philosophie de l'histoire? Par exemple, y a-t-il selon vous des forces de l'histoire ou voyez-vous plutôt des invariants? Merci pour cette question. J'avais échappé au professeur, mais je vois que je n'ai échappé pas aux étudiants. Écoutez, non, je ne pense pas pouvoir dire que j'ai une philosophie de l'histoire. Vous savez, moi je suis deux choses. Je suis un autodidacte, premièrement, c'est-à-dire que j'ai fait dans ma vie des études de droit, de sciences politiques, malheureusement pas d'études littéraires ni philosophiques, mais d'une certaine façon, je pense que ça m'a préservé dans le goût de la lecture et de la philosophie que j'aurais peut-être moins si j'en avais fait un objet d'étude. Et puis je suis un praticien. Donc en réalité, moi ce qui m'intéresse et les choses que j'écris, et même ma réflexion pour ce qu'elle vaut, elle parle toujours de la pratique. Moi je n'ai pas... ce qui m'intéresse, c'est de toujours être très proche de la... J'essaie d'activer tous les instruments dont je peux avoir besoin pour comprendre ce qui est là. Je n'ai pas d'ambition ni théorique ni philosophique. Mais, de façon très simple, évidemment, ce qui m'intéresse dans les cours et recours de l'histoire, mais de façon très banale aussi, c'est toujours un peu ce conflit entre d'une certaine façon, les temps longs et les tendances lourdes et structurelles et la composante shakespearienne des hommes et des femmes qui sont sur la scène. Et je crois que ce qui se passe, c'est toujours un peu le fruit de l'interaction de ces deux facteurs. Donc vous avez quelque chose qui est là et qui travaille en profondeur et qui est évidemment très puissant. Et puis vous avez le hasard incroyable. Est-ce que vous pensez qu'on serait tout à fait là en train d'avoir la même discussion si la balle qui visait Donald Trump il y a 2 ans, là, l'attentat, avait été passé à quelques millimètres de distance? Je pense que voilà, beaucoup de choses seraient les mêmes. Le livre d'ailleurs était terminé avant l'investiture de Trump, après l'élection, mais avant l'investiture de Trump. Et je pense que si Kamala Harris avait été, par exemple, élue à la place de Trump, un bon nombre des choses dont je parle auraient été quand même vraies, quand même là. La montée en puissance de la tech, avec ce type de caractère-là, je pense qu'il est là. Et je pense d'une certaine façon que l'avantage de Trump est même qu'on voit tout ça de façon beaucoup plus claire. Tout est explicite, encore une fois, alors que ça serait probablement resté beaucoup plus implicite si il n'avait pas été là.
Mais en même temps, c'est un accélérateur formidable. En même temps, le rôle qu'il joue, quand même, reste un rôle, lui, comme individu, dans cette position-là, est un rôle qui est quand même extraordinairement puissant. Et pour moi, donc, c'est toujours un peu cette interaction-là qui est au cœur de l'évolution de l'histoire et qui la rend passionnante, d'ailleurs. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, j'ai essayé. Comment on fait? Je me souviens, j'ai des souvenirs justement d'étudiants d'essayer de donner des réponses comme ça, de façon un peu... Ravi que vous soyez parmi nous, M. Papopoulos. Ma question était, comme vous le décrivez dans votre livre, le chaos n'est plus que l'arme des outsiders, mais aussi celle des nouveaux dirigeants comme Trump ou MBS, qui en tirent leur force. Dans cette perspective, comment s'en sortir, comment peut s'en sortir un pays comme la Suisse, attaché à une autre approche du pouvoir, par exemple avec une séparation marquée justement de ce pouvoir? Je ne suis pas du tout pessimiste par rapport à la Suisse, même d'un point de vue personnel. Mon épouse qui est là le sait, mon idée a toujours été que l'idéal ce serait de sauver le monde si c'était possible. Si on n'y arrivait pas, il faudrait quand même au moins essayer de sauver l'Europe, il y a quand même quelques chances. Si on n'arrive pas, on va au moins essayer de sauver la Suisse. Si on n'arrive même pas à sauver la Suisse, ça veut dire qu'on est vraiment très très mauvaise posture. Parce que quand même, la Suisse contient dans son modèle politique qui reste assez miraculeux. Après, moi j'ai la vision de la Suisse qui est un peu celle du Suisse de l'étranger, d'une certaine façon. J'ai jamais vécu ici, et donc j'ai presque probablement une vision plus idyllique du modèle suisse et de ce pays que les gens qui y vivent effectivement et que les Suisses qui y vivent ont. C'est normal, hein, c'est toujours un peu le cas de ceux qui sont à l'extérieur. Mais je pense quand même que aujourd'hui le modèle qui nous est proposé est le contraire du modèle suisse. Justement, ce modèle dont on parlait, fait des coups rapidement, c'est tout le contraire. Ici, tout se base sur l'idée de ralentir, de construire un consensus, de faire des... Et donc c'est exactement le contraire. En même temps, si ce modèle des coûts était le modèle gagnant, franchement, on le saurait. Hein, sur la longue période de l'histoire, on saurait quand même si le modèle au fond autoritaire, arbitraire, d'un pouvoir monocratique concentré qui prend des décisions rapides, de façon plus ou moins réfléchie, si c'était le meilleur modèle pour développer une société, une culture, une économie, un pays, ça se saurait. En réalité, on comprend que ce n'est pas le cas. Moi, je ne pense pas que Trump ait un effet de long terme positif pour les États-Unis. Je ne pense pas que Poutine ait un effet de long terme positif pour la Russie. Je ne pense même pas que la concentration de pouvoir en Chine par rapport à un pouvoir autoritaire mais plus distribué comme il pouvait l'être jusqu'il y a une quinzaine d'années, je ne pense pas que l'expérience Xi en soi-même soit une expérience qui est positive pour la Chine. Donc la question qui se pose à nous, c'est comment résister à une phase qui risque d'être plus ou moins longue vous dites que les prédateurs ont toujours été là, je suis d'accord avec vous, mais disons qu'ils sont assez en forme en ce moment sur la scène. Et là, oui, enfin, je pense que la Suisse a quand même énormément d'atouts pour faire ça. Ça reste par rapport à au fond,
là aussi on en parlait il y a un instant, cette force des prédateurs, elle se base beaucoup sur la sensation que peuvent avoir les gens, les électorats, les opinions publiques, de ne pas contrôler leur destin, d'être face à quelque chose qu'ils ne contrôlent pas, où les problèmes ne sont pas gérés, ne sont pas remontés et qui leur échappent complètement. Alors je comprends que beaucoup de gens en Suisse ont cette même sensation, donc la Suisse n'échappe évidemment pas à ça, et en plus elle n'échappe pas à l'emprise du numérique avec tout ce que ça implique et tout ce que ça multiplie de ce point de vue-là. Mais elle a aussi des antidotes par rapport à ça. Elle a aussi un système démocratique quand même qui est construit pour donner le contrôle aux gens. Et là, moi je pense toujours, on parle beaucoup d'expérimentation de démocratie délibérative, non, un peu partout pour aller au-delà de la dimension purement de la démocratie représentative et tout ça. Mais cette démocratie délibérative, elle a besoin du moment de la décision. Parce que sinon, ça ne sert à rien d'avoir des assemblées, des consultations, des gens extraits au sort, qui font de grandes... En France, on l'a vu, le président a essayé de faire des opérations de ce genre sur le climat, ensuite pardon madame l'ambassadrice, ensuite après les gilets jaunes, etc. C'était très bien, d'ailleurs, hein, c'est quelque chose qui a généré des dynamiques, mais après, il n'y a pas eu le moment de la décision, il n'y a pas eu le moment du vote, il n'y a pas eu et donc ces processus-là, ils restent quand même à mi-chemin. Ici, il y a ça, hein, ici, il y a quand même le vote, ici, il y a... Donc, je pense que le système, il faut l'adapter, mais c'est le bon système. Donc il s'agit de le faire évoluer, mais certainement pas d'y renoncer, je crois. Merci beaucoup, Julien Nodin-Poli. On va passer la parole à la salle. Je ne vois pas de main, mais allez-y. Voilà. Il y en a deux. Non, c'est la même personne, je crois. Je ne sais pas. L'avantage du roman par rapport à l'essai est que, effectivement, pour l'écrire, vous mobilisez toute votre personne. C'est-à-dire, si vous écrivez un essai, pas L'heure des prédateurs, parce que L'heure des prédateurs est un essai qui est écrit un peu à la façon d'un roman, en tout cas en essayant de lui donner une dimension littéraire et justement personnelle, un peu physique et tout, mais en général, l'essai, vous l'écrivez avec votre cerveau, la partie rationnelle de votre cerveau, et après les lecteurs vous lisent de la même façon, et ça peut être bien ou mal fait, mais ça reste plutôt rationnel. Le roman, c'est un peu autre chose, non? Donc c'est quelque chose que vous écrivez avec votre personne entièrement, y compris vos impressions, vos sensations et vos expériences. Et moi, l'expérience que j'ai mobilisée pour écrire Le Mage du Kremlin, c'était en partie mon expérience de la Russie, que j'ai fréquenté de façon superficielle. Je ne suis pas... Mais, je ne sais pas, dès la première fois que j'ai mis le pied, c'est quelque chose qui m'a énormément frappé. Donc, je
suis allé à Moscou la première fois, je pense il y a une quinzaine d'années, même pas il y a trop longtemps. Mais c'est quelque chose dès le départ qui m'a énormément touché. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai commencé à approfondir l'histoire russe, la culture russe, à fréquenter beaucoup de Russes, etc. C'est dangereux aujourd'hui de le dire, mais des bons et des méchants, pour être honnête. Hein, parce que si, on ne peut pas que fréquenter des gentils si on s'intéresse à ce qui m'intéresse moi. Soyons honnêtes. Mais ensuite, pour moi, le match du Kremlin, c'était beaucoup l'expérience du pouvoir aussi. Je pense que dans l'expérience du pouvoir, il y a des invariants. Là, je pense qu'il y a des choses, par exemple dans la relation entre un leader et son conseiller, ou les cours qui se forment autour des personnages qui ont un pouvoir, ou ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Chateaubriand parlait du nuage qui se forme autour de la tête des princes. Et les neuroscientifiques ont confirmé la chose. C'est-à-dire les gens qui exercent le pouvoir depuis longtemps ont des parties de leur cerveau qui sont moins actives que les gens normaux. Comme s'il y avait eu un accident de voiture. C'est-à-dire, et ce sont les parties du cerveau qui sont liées à l'observation des autres et à une forme d'empathie, si on veut. Et en réalité, c'est tout à fait naturel, et c'est le grand paradoxe du pouvoir, parce que pour prendre le pouvoir, il faut que vous soyez très capable de comprendre les autres, dans tous les secteurs. En démocratie, évidemment, mais même dans une dictature. Il faut que vous, en face d'une salle, vous soyez capable de comprendre ce que les gens attendent de vous, ce qu'ils veulent, Et quand vous obtenez ce pouvoir, vous perdez cette faculté, progressivement. Parce que, premièrement, vous êtes assez content de vous-même. Donc vous avez plutôt tendance à vous dire que vous avez plutôt raison comme par rapport aux autres, etc., que vous êtes quand même un peu plus malin que les autres. Et puis les autres aussi se comportent évidemment de façon différente par rapport à vous. Ils vont essayer de vous faire plaisir, ils vont essayer de vous manipuler, ils vont essayer de... Et ça, c'est un invariant du pouvoir. Ça, vous l'avez en Italie, moi je l'ai vu dans mon expérience, mais vous l'avez en Suisse, dans une forme... Alors, la Suisse et la Russie, c'est deux pôles opposés. Hein. C'est-à-dire, je pense que la Suisse, c'est vraiment, puisque le pouvoir est comme ça, partout, la question devient une question de limites. Quelles sont les limites qu'on lui met, au fond? Hein. C'est-à-dire, les dynamiques sont les mêmes. Les instincts des hommes et des femmes de pouvoir vont être plus ou moins les mêmes, je pense. Ça dépend du caractère, des personnalités. Mais ce qui change beaucoup, c'est les limites qu'on met. Et en Suisse, on met beaucoup de limites. On fragmente le pouvoir, on le limite dans le temps, on le distribue, on le divise, Dans nos démocraties européennes aussi, c'est ce qu'on essaye de faire. On ne laisse pas les gens trop longtemps au pouvoir, parce que justement, ça fait du mal au cerveau. Et en Russie, non. Hein, en Russie, il y a beaucoup moins de limites. Donc ce pouvoir va à ses extrêmes conséquences. Mais si vous avez un peu fréquenté le pouvoir, vous dites que peut-être il y a des choses que vous pouvez raconter même si vous ne les connaissez pas. Longue réponse à votre question. Mais l'idée, c'est justement que je pense que l'avantage du roman, ça a été aussi pour moi de prendre des expériences que je pouvais avoir ou des observations que je pouvais avoir développées dans d'autres milieux et de les appliquer au milieu du pouvoir russe. Et je ne sais pas tout à fait si j'ai toujours eu raison ou pas, je me suis sûrement trompé parfois, mais la question était toujours celle de faire la part entre ce qui était universel et ce qui est spécifique du contexte russe. Et moi j'ai essayé de mettre la barrière et la frontière quelque part, et je pense que parfois j'ai peut-être réussi, et parfois je me suis sûrement trompé.
Bien, merci beaucoup, Giuliano Empoli. On continuerait volontiers. Peut-être encore une dernière question, mais assez courte. Le problème, c'est pas la longueur de la question, c'est le... et une réponse. Sì, io ripongo la questione in italiano. Allora, io mi domando se Trump poteva fare quello che sta facendo se non avesse avuto l'appoggio di tutti i miliardari che gli stanno incontro, che gli hanno sponsorizzato. E inoltre, qual è il pericolo anche che creando caos altri, come giustamente lei già ha accennato, la Meloni in Italia e così, seguono l'esempio? E quali sono poi dopo i danni per la democrazia? Come possiamo risollevarci in qualche modo? Grazie. Je vais quand même vous répondre en français. Donc la question était, pour ceux qui ne parlent pas italien, donc j'imagine presque aucun d'entre vous, mais la question est de savoir si Trump aurait pu prendre le pouvoir sans l'appui de ces milliardaires et si ça ne risque pas de produire un effet de contagion par rapport à d'autres avec cette stratégie du chaos et tout ça. Et donc moi je pense en effet que non, qu'il n'aurait pas pu prendre le pouvoir s'il n'avait pas eu, mais c'est là que c'est intéressant et c'est là que ça rejoint peut-être la première question. S'il n'y avait pas eu ce contexte et cette nouvelle architecture de l'information, de la communication et même au fond de l'activité politique, je pense qu'il n'aurait pas pu. Mais il n'a pas eu besoin de l'appui dans un premier temps, en 2016, Trump, en réalité, il n'a l'appui de personne. C'est un outsider complet qui s'appuie énormément sur la machine de Facebook à ce moment-là, qui a un rôle effectivement très important dans sa campagne, mais Zuckerberg, qui est le propriétaire donc, de Meta, de Facebook, ne l'appuyait pas du tout. Et il a été très surpris. Il y a un livre qui parle de ça, qui est très bien, que je vous recommande, après le mien, qui est un livre dont j'aime bien faire la publicité parce que son autrice n'a pas le droit de le faire, parce qu'elle a eu un procès avec Meta et donc avec Facebook, et donc on lui a empêché. Le livre est sorti quand même, mais elle ne peut pas en faire la promotion, et ça s'appelle Des gens peu recommandables en français. Et c'est un livre qui est écrit par cette femme donc, qui était à la tête des affaires publiques, donc des relations avec les gouvernements de Facebook pendant 10 ans. Et entre autres choses, c'est passionnant, c'est un livre passionnant à lire, et entre autres choses, elle raconte la réaction de Zuckerberg quand il découvre qu'on l'accuse d'avoir fait élire Trump en 2016. Et au départ, il n'y croit pas. Et ensuite, ces ingénieurs, ils disent, ils sont fous, qu'est-ce qu'ils me veulent, etc. Et ensuite, ces ingénieurs lui expliquent comment ça s'est passé. Et qu'effectivement, ces instruments-là, une série de choses assez techniques, ont permis à Trump de multiplier l'impact de sa campagne. Et là, il comprend quelque chose. Et il comprend qu'il a un pouvoir encore beaucoup plus grand que ce qu'il imaginait. Et à partir de ce moment-là, il entre lui-même dans une logique politique. Et aujourd'hui, par contre, c'est un des soutiens explicites de Trump. Donc tout ça s'est fait de façon presque organique. Hein. Et je termine. Mais en ce qui concerne la contagion, je pense qu'elle est très forte. Parce que je pense que ce modèle-là, aujourd'hui, beaucoup de gens comprennent comment ça marche, qu'il fait beaucoup d'émules. C'est pas si facile à reproduire que ça, mais il y a quand même des façons de le faire. Et donc là, on le voit déjà. Et c'est d'ailleurs assez dangereux quand Farage, si Farage devait un jour prendre le pouvoir en Grande-Bretagne, par exemple,
je pense qu'il aurait un plan par rapport même au premier jour de son mandat qui serait assez similaire à celui de Trump. Parce que la logique Trump, au fond, en termes de pouvoir, c'est un de ses idéologues qui l'a expliqué de façon intéressante. Il dit, la méthode Trump, c'est entrer dans une salle et se comporter comme si vous aviez tous les pouvoirs. Vous ne les avez pas forcément, mais si vous le faites, peut-être que les gens vont se comporter comme si vous aviez tous les pouvoirs. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'assez basique, mais qui répond beaucoup à la personnalité de Trump et qui lui a relativement bien réussi au cours de cette première année de mandat. Et ça, ce fait de repousser les limites, hein, de cette façon-ci, je pense que ça attire beaucoup de gens. Et c'est d'ailleurs le contraire du modèle européen. Parce que nous, on fait exactement le contraire. Ursula von der Leyen, elle fait le contraire, malheureusement. Elle entre dans une salle et elle n'exerce même pas les pouvoirs qu'elle aurait. Et c'est là, on le voit sur les dossiers commerciaux, sur le numérique, hein, où elle aurait beaucoup plus de pouvoir que ce qu'elle n'exerce. Et c'est là que ça va. On va s'en arrêter là. Deux informations avant de conclure. Giuliano D'Empoli va donner une séance de dédicace juste maintenant à la sortie de la salle. La table a lieu où exactement? C'est là. En bas, je crois. En bas aussi, je n'étais pas tout à fait sûr. Donc en bas, et puis il y a une verrée là aussi, oui, en bas. C'est que vous trinquez que moi je suis. C'est ça. Vous trinquez après. Et en attendant,